vous ne devriez jamais croiser la route d'un membre des Hells Angels. Mais dans le cas de David Glass, il a été pris pour cible au hasard par Adam Lee Hall. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Adam Lee Hall. Et c'est bien Adam Hall qui a commis ces actes. Il ne s'agit pas ici de débattre s'ils sont ou non horribles. Le procureur est allé plus loin, qualifiant le meurtre et le démembrement de « vicieux » et « cruel », affirmant que les preuves ne désignaient personne d'autre que Hall. Il ne s'agissait pas simplement de meurtre, votre honneur. Ce furent des actes dépravés et empreints de haine, destinés non seulement à empêcher 3 hommes de témoigner devant la cour, mais aussi à assouvir une sorte de soif morbide de réputation et à détruire leur communauté. Dans ses déclarations finales, le juge de la Cour supérieure Jeffrey Kinder a déclaré que l'affaire d'Adam Lee Hall représentait le summum de la dépravation qu'il ait jamais vue au cours de sa longue carrière judiciaire de plusieurs décennies. Hall était un membre placé du chapitre de Springfield, Massachusetts, des Hells Angels. Il avait déjà été arrêté pour voie de fait avant de rejoindre ce gang criminel, et depuis lors, figurait sur la liste des personnes surveillées par les forces de l'ordre pour avoir systématiquement contraint et intimidé des témoins impliqués dans les activités criminelles des Hells Angels. En somme, Hall était la brute du groupe. Régulièrement envoyé par la hiérarchie des Hells Angels pour menacer ou intimider diverses personnes dans la région de Springfield, il semblait particulièrement en vouloir à David Glassé. Glassé était un homme atteint d'un handicap intellectuel, vivant dans une résidence d'autonomie accompagné avec ses amis Edward Frampton et Robert Shadwell. Après avoir accepté de témoigner dans l'une des nombreuses affaires impliquant Hall, il était devenu une cible des Hells Angels. Mais dans le cas de Glassé, Hall avait pris personnellement à cœur de le harceler. Outre plusieurs agressions et vols à son encontre, Hall avait ouvertement menacé la vie de Glassé à maintes reprises. Glassé s'était vu proposer une protection policière dans les jours précédant le procès contre Hall, accusé de détention illégale d'armes et d'intimidation de témoins. Cependant, avant qu'il ne puisse témoigner, Hall et plusieurs de ses complices avaient envahi le domicile de Glassé, enlevé ce dernier ainsi que Frampton et Shadwell, puis les avaient emmenés dans un lieu isolé où ils les avaient tués. Selon les rapports, Glassé était la cible principale depuis le début. Frampton et Shadwell n'avaient eu le malheur que d'être témoins de l'enlèvement. Hall avait ordonné qu'eux aussi soient enlevés et éliminés. C'était en 2011, après qu'un membre de la communauté eut signalé la disparition des 3 hommes. Leur corps fut retrouvé dans le comté de Berkshire près de 2 semaines plus tard, et Hall devint immédiatement une personne suspectée dans cette affaire. Néanmoins, les forces de l'ordre mirent encore 2 années supplémentaires avant de porter officiellement des accusations contre lui. L'assassinat de Glassé servait un double objectif. D'une part, faire taire un témoin gênant, d'autre part, adresser un message clair à quiconque oserait témoigner contre Hall. L'enquête reposait largement sur des preuves circonstancielles et sur le témoignage de David Kazay, complice des crimes. Kazay raconta comment Hall lui avait décrit en détail les actes atroces commis, y compris avoir abattu les victimes. Malgré l'absence de preuves médico-légales directes reliant Hall au meurtre, aucune arme du crime ni trace d'ADN n'ayant été retrouvée, l'accusation parvint à construire un dossier convaincant fondé sur la chronologie des événements et les témoignages. Le procès débuta le 13 janvier 2014 devant la Cour supérieure de Hampton à Springfield. Après 16 heures de délibération réparties sur 4 jours, le jury reconnut Hall coupable de 15 des 19 chefs d'accusation, notamment 3 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs d'enlèvement et 3 chefs d'intimidation de témoins. Le 10 février 2014, le juge Kinder condamna Hall à 3 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans ses observations, il souligna la dépravation des crimes, précisant que Hall s'en était pris à des individus particulièrement vulnérables. Des peines supplémentaires furent prononcées pour les autres chefs d'accusation, lui valant une incarcération additionnelle de 25 à 42 années au-delà de ses peines à perpétuité, scellant ainsi définitivement son sort derrière les barreaux. Et enfin, dernier mais non des moindres, nous avons Richard Dare, président du chapitre de Las Vegas des Hells Angels. Il incarne parfaitement les défis auxquels les autorités sont confrontées lorsqu'elles tentent de démanteler ces organisations profondément enracinées. Son cas, tout comme ceux qui l'ont précédé, témoigne à la fois de la résilience du club et de l'affrontement permanent entre les forces de l'ordre et le monde des motards hors la loi. L'histoire des Hells Angels ne se résume pas à une succession de crimes isolés. C'est un récit complexe tissé de fraternité, de rébellion et, incontestablement, d'activités criminelles. La volonté de se protéger mutuellement, de défier ouvertement les normes sociales et le sentiment d'appartenance partagée constituent autant de puissants liens qui unissent ces hommes. Cette loyauté rend extrêmement difficile toute infiltration de l'organisation et toute condamnation, car les membres refusent généralement de témoigner les uns contre les autres. Il s'agit autant d'un phénomène culturel que criminel. Prenez par exemple le cas d'Anthony Tate.
Son choix de briser le code du silence et de témoigner contre Barger, même si ce geste était sans doute motivé par ses propres intérêts, illustre les tensions internes inhérentes au club. Cela met en lumière la possibilité de fissures au sein de cette loyauté apparemment inébranlable, montrant qu'elle peut céder sous l'effet d'un intérêt personnel ou du désir d'échapper à une vie de crime. Son histoire révèle également les méthodes que les forces de l'ordre doivent employer, recourir à des informateurs et retourner les membres les uns contre les autres pour ne serait-ce qu'entamer le démantèlement de ce réseau d'activités illicites. La loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act, évoquée dans le contexte de l'affaire Dare et des précédentes tentatives visant Barger, constitue une arme juridique majeure dans la lutte contre le crime organisé. Elle permet au procureur de viser l'ensemble de l'entreprise criminelle plutôt que de se limiter à des actes isolés. Toutefois, comme le montrent les expériences liées à Barger et à Dare, obtenir une condamnation d'une organisation sous le régime de la loi RICO s'avère extrêmement difficile. Cela exige de prouver non seulement que les membres impliqués dans des activités criminelles, mais aussi que ces activités s'inscrivaient dans un schéma plus vaste et continu, conçu pour générer des profits ou maintenir le pouvoir. La charge de la preuve est élevée, et les avocats de la défense sont souvent habiles à exploiter la moindre faille dans l'argumentation de l'accusation. Le rejet des accusations de racket contre Dare, bien qu'il constitue un revers pour les autorités, n'était pas inattendu. C'est un thème récurrent tout au long de l'histoire des Hells Angels. Les tentatives visant à démanteler l'organisation échouent fréquemment en raison du manque de preuves concrètes, de subtilités juridiques ou de la défense acharnée menée par les avocats du club. Cependant, la décision ultérieure de la Cour suprême du Nevada reconnaissant officiellement les Hells Angels comme un gang criminel au regard du droit de l'État représente une victoire subtile mais significative. Elle établit un cadre juridique pour les enquêtes et poursuites futures, facilitant potentiellement la cible des activités de l'organisation. L'affaire de Richard Dare souligne également les difficultés inhérentes à la définition d'une organisation criminelle. Bien que les Hells Angels soient impliqués dans diverses activités illégales, du trafic de drogue et de contrebande d'armes à l'extorsion et à la violence, il reste souvent difficile de prouver que ces actes constituent un effort coordonné visant à conserver le pouvoir et à générer des profits. Les avocats de la défense soutiennent fréquemment que les membres ne sont que des individus agissant de façon indépendante, partageant simplement une passion commune pour les motos et un sentiment de fraternité. Le combat juridique ne porte donc pas uniquement sur des crimes individuels, mais sur la nature même de l'organisation. La fusillade survenue sur l'Interstate 11 en mai 2022, tragique aboutissement d'une rivalité de longue date entre les Hells Angels et les Vagos, illustre parfaitement la nature volatile du monde des motards hors la loi. Cette attaque, qui a fait 7 blessés, ne constituait pas un incident isolé, mais plutôt l'expression d'une hostilité profondément enracinée qui empoisonne les relations entre ces organisations depuis des décennies. Le caractère vengeur de l'attaque suggère une tentative délibérée d'affirmer sa domination et de conserver le contrôle sur des territoires et des ressources. Les charges retenues contre Dare et ses co-accusés, notamment tentative de meurtre et usage d'armes à feu contre un véhicule occupé, sont graves et entraînent des sanctions sévères. Les batailles juridiques et les enquêtes en cours impliquant les Hells Angels ne visent pas seulement des condamnations individuelles. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à perturber les activités de l'organisation et à démanteler son infrastructure. Les autorités adoptent une approche multidimensionnelle, ciblant non seulement les dirigeants, mais aussi les membres de base et les réseaux de soutien qui permettent au club de fonctionner. Cela inclut la saisie d'actifs, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et l'infiltration de l'organisation par des informateurs. Il s'agit d'un processus long et ardu, sans garantie de succès. L'image des Hells Angels, soigneusement façonnée au fil des décennies, demeure un symbole puissant de rébellion et de défi. Les vestes en cuir, les tatouages, les motos tous contribuent à une aura de dureté et d'indépendance qui séduit ceux qui se sentent marginalisés par la société traditionnelle. Le club s'est habilement positionné comme une force anti-établissement, un groupe des « outsiders », rejetant les règles et les normes du monde conventionnel. Cette image soigneusement construite attire de nouveaux recrues et entretient le mystère qui entoure le club. Cependant, derrière cette façade soignée se cache une réalité plus sombre, un univers de violence, de criminalité et d'exploitation. Les récits des victimes des Hells Angels, celles qui ont souffert de leurs crimes, sont souvent ignorés dans les représentations romantiques qui dominent la culture populaire. Il est essentiel de se rappeler que l'héritage du club ne se limite pas à la fraternité et à la rébellion. Il inclut aussi la douleur et les souffrances infligées à ceux qui ont croisé sa route. L'avenir des Hells Angels demeure incertain. Les forces de l'ordre continuent de cibler leurs activités, tandis que le club s'efforce de préserver son image et d'attirer de nouveaux membres. Les batailles juridiques et les enquêtes en cours se poursuivront probablement pendant des années, alors que les autorités tentent de démanteler l'infrastructure de l'organisation et de traduire ses dirigeants en justice. Il est encore trop tôt pour savoir si elles réussiront, mais une chose est sûre, l'histoire des Hells Angels est loin d'être terminée. L'attrait durable des clubs de motards hors la loi, malgré la surveillance constante et les défis juridiques, suggère qu'ils continueront d'exister,
sous une forme ou une autre, dans un avenir prévisible. Le conflit entre le club et la société perdurera, rappel permanent de l'attrait éternel de la rébellion et des difficultés persistantes à faire respecter la loi dans un monde d'outlaws. Son départ ne fut cependant pas une rupture nette. Les relations qu'il avait tissées, le pouvoir qu'il exerçait, ne disparurent pas simplement avec sa conversion. Bien qu'il ait extérieurement embrassé une nouvelle voie, son passé continuait de projeter une longue ombre, rappel constant de l'homme qu'il avait été. La connaissance de ses actes passés, les échos de la violence, subsistaient, influençant ses interactions et façonnant son présent. Il tentait de bâtir une vie fondée sur la foi et la communauté, mais le spectre de son ancien moi persistait, une inquiétude subtile que ressentaient ceux qui connaissaient son histoire. L'histoire d'Ève Labau-Trudeau illustrait une capacité effrayante à la violence, intimement liée à une planification méticuleuse. Sa petite taille contrastait avec l'immense pouvoir qu'il détenait, une combinaison redoutable qui lui valait à la fois crainte et respect au sein de l'organisation. Sa cruauté ne naissait pas d'une colère impulsive, mais d'une nature froide et calculatrice, d'une approche stratégique pour atteindre ses objectifs. Ce contraste entre son apparence extérieure et sa capacité intérieure à détruire renforçait encore son mystère. Être sous-estimé, c'était être vulnérable, une leçon que beaucoup apprirent à leurs dépens. Sa seule présence suscitait un malaise, rappel constant qu'au-delà d'une apparence apparemment derrière une façade ordinaire se cachait un esprit dangereux. L'incident de Lennoxville en 1985, un règlement de compte brutal motivé par une trahison perçue, demeure un témoignage frappant des luttes internes de pouvoir qui rongent toute organisation fondée sur la violence et la loyauté. Cet acte n'était pas simplement une vengeance, c'était une démonstration de puissance, un avertissement lancé à quiconque oserait défier l'ordre établi. Le fait que Trudeau ait échappé de justesse à la mort soulignait la complexité de la situation, cette toile complexe d'alliance et de trahison qui définissait la dynamique du club. Il devint un symbole non pas d'innocence, mais d'une existence précaire, marchant constamment sur une corde raide entre survie et disparition. Les répercussions de cet événement se répercutèrent à travers tout le club, modifiant durablement l'équilibre des pouvoirs et scellant sa place dans l'histoire de l'organisation. L'implication de figures telles qu'Ève Trudeau avec des organisations comme le West End Gang illustre un flou des frontières, une relation symbiotique entre les clubs de motards hors la loi et d'autres entreprises criminelles. Ces alliances offraient un accès à des ressources, à du pouvoir et à une influence dépassant largement ce que le club pouvait obtenir seul. Cela signifiait également une implication dans un réseau plus vaste d'activités criminelles, exposant constamment ses membres à des risques et à des conflits. Ces échanges n'étaient pas purement transactionnels. Ils reposaient sur une interaction complexe d'avantages mutuels, de manœuvres stratégiques et d'une compréhension partagée des règles du monde souterrain. Cette collaboration rehaussait les enjeux pour tous les acteurs impliqués, brouillant davantage les frontières entre loyauté et trahison. L'histoire de la transformation du Popeye Moto Club et de sa fusion avec les Hells Angels offre un aperçu fascinant de l'évolution du crime organisé au Québec. Les Popeye, nés d'une période de bouleversements sociaux et d'un esprit rebelle, possédaient une identité distincte qui façonna leur caractère initial. Leur fusion ultérieure avec les Hells Angels ne fut pas simplement une consolidation de pouvoir, ce fut une collision culturelle, une fusion de traditions et de philosophies différentes. Le résultat fut une organisation hybride, héritant de la réputation agressive des Hells Angels tout en conservant des traces de l'histoire unique des Popeye. Le récit entourant les exploits d'Ève Labau-Trudeau, marqué par une planification méticuleuse et un manque glaçant d'émotion, constitue une mise en garde sur la séduction du pouvoir. Sa capacité à compartimenter ses actes, à dissocier son identité personnelle de ses fonctions criminelles, fut un élément clé de son succès. Cela lui permit d'exécuter des actes brutaux avec un détachement qui horrifiait même ceux habitués à la violence du club. Son expertise en explosifs, perfectionnée grâce à un emploi apparemment légitime, lui fournit une arme redoutable, faisant de lui une véritable équipe de démolition à lui tout seul. Le nombre impressionnant d'homicides attribués à Ève Labau-Trudeau, 43 personnes en l'espace d'une période relativement courte, dresse le portrait d'un homme plongé dans un cycle incessant de violence. Répéter l'acte de tuer autant de fois a nécessairement érodé tout sens moral, brouillant la frontière entre le bien et le mal. Cette transgression répétée souligne l'effet déshumanisant d'une exposition prolongée à la violence, rappelant de façon troublante à quel point il est facile de devenir insensible à la valeur de la vie humaine. L'évolution des Hells Angels, d'un phénomène contre-culturel à une organisation reconnue mondialement, témoigne de leur adaptabilité et de leur résilience. Tout au long de leur histoire, le club a su naviguer dans des contextes sociaux et politiques en mutation, adaptant ses stratégies et ses tactiques afin de conserver sa position de pouvoir. Cette capacité à évoluer, à se réinventer, lui a permis de prospérer malgré les poursuites judiciaires, la surveillance policière et les conflits internes. L'histoire d'Ève Labau-Trudeau, sa transformation et sa chute incarnent les complexités même des Hells Angels. C'est un récit de loyauté et de trahison,
de violence et de rédemption, de puissance et de vulnérabilité. Son parcours nous rappelle avec force que même dans les recoins les plus sombres du monde souterrain, le drame humain se joue avec toutes ses joies et ses peines, ses espoirs et ses déceptions familiers. Son cheminement offre une lentille à travers laquelle examiner la nature du pouvoir, l'attrait de la violence et la quête persistante de sens dans un monde souvent défini par le chaos et l'incertitude. Les échos de sa vie résonneront sans aucun doute à travers les annales des Hells Angels pendant des générations. La rivalité remonte aux années 1930, lorsque les deux clubs émergèrent comme des fraternités de motards d'après-guerre. Initialement, ils coexistaient, partageant une passion commune pour les motos et un esprit rebelle. Mais à mesure que chacun grandissait en taille et en influence, leurs ambitions et leurs désirs territoriaux s'intensifièrent également. Les Outlaws, originaires principalement de la côte est, commencèrent à empiéter sur le bastion des Hells Angels sur la côte ouest, allumant une tension latente qui finirait par exploser en une guerre ouverte. Ce conflit fut marqué par la violence, l'intimidation et une lutte constante pour la domination. Les deux camps s'affrontèrent sur le plan territorial, visant les locaux, les entreprises et les membres les uns des autres. Les effusions de sang s'intensifièrent tout au long des années 1960 et 1990, laissant derrière elles un sillage de vies brisées et de réputations détruites. Fusillades, passages à tabac et incendies criminels devinrent monnaie courante, chaque camp cherchant à affirmer son autorité. Un épisode particulièrement brutal eut lieu au milieu des années 1970, lorsqu'un membre des Hells Angels fut abattu en Pennsylvanie. En représailles, les Angels lancèrent un raid massif contre un local des Outlaws dans le Massachusetts, entraînant plusieurs arrestations et une escalade significative du conflit. La violence ne se limitait pas à des événements isolés. Elle créait une atmosphère omniprésente de peur et d'animosité qui imprégnait toute la communauté motarde. Les deux clubs recrutaient activement des informateurs pour infiltrer les rangs de l'adversaire, alimentant encore davantage la paranoïa et la méfiance. La division géographique entre les clubs fut un facteur clé du conflit. La domination des Hells Angels sur la côte ouest. Les Hells Angels se sont heurtés directement à la présence des Outlaws sur la côte est, créant une lutte constante pour le pouvoir à travers tout le pays. Cette disparité géographique rendait également difficile la médiation du conflit, car peu de partis neutres pouvaient efficacement combler le fossé entre les deux camps. Bien que l'animosité entre les deux clubs ait connu des hauts et des bas au fil des ans, la tension sous-jacente demeure palpable. Malgré les tentatives de réconciliation, l'histoire de violence et de trahison a laissé une cicatrice profonde des deux côtés. Cette rivalité constitue un rappel constant de la nature impitoyable du monde des motards et de l'extrême à laquelle ces organisations sont prêtes à aller pour protéger leur territoire et leur réputation. Ce conflit ne concerne pas seulement le territoire. Il s'agit de fierté, de respect et d'un engagement inébranlable envers un code de conduite exigeant loyauté et vengeance. Arrivant juste derrière les Outlaws en termes de menaces, le Bandido Motorcycle Club représentait un défi particulier pour les Hells Angels. Originaires du Texas, les Bandidos posaient un type de menace différent. Contrairement aux Outlaws, principalement concentrés sur la côte est, les Bandidos ont étendu leur emprise de façon agressive à travers le sud et le Midwest, défiant directement la présence des Angels sur une vaste région du pays. Leur confrontation avec les Bandidos se caractérisait souvent par une efficacité impitoyable et une volonté d'employer des tactiques brutales. La tension entre les deux clubs atteignit son paroxysme dans les années 1980, lorsqu'une série d'incidents violents déclencha une guerre à grande échelle. Ce conflit fut particulièrement dévastateur, impliquant plusieurs États et entraînant de nombreuses pertes humaines. La brutalité des Bandidos, combinée à leur expansion stratégique, en faisait un adversaire redoutable pour les Hells Angels. Les événements de 1989 à Olistee, en Californie, marquèrent un chapitre particulièrement sombre de cette rivalité. Suite à un différend portant sur le territoire et le trafic de drogue, une violente confrontation éclata entre membres des deux clubs. L'incident entraîna plusieurs arrestations et laissa une empreinte durable sur la communauté locale, mettant en lumière le potentiel destructeur de ce conflit. L'intensité de la guerre contre les Bandidos poussa les Hells Angels à mener une série de frappes préventives, ciblant les locaux des Bandidos et perturbant leurs opérations. Ces actions visaient à affaiblir l'influence des Bandidos et à décourager toute agression future. Cependant, elles eurent également pour effet d'aggraver le conflit et d'enraciner davantage encore l'animosité entre les deux camps. La réputation des Bandidos en matière d'efficacité impitoyable et leur propension à recourir à la violence faisaient d'eux une source constante d'inquiétude pour les Hells Angels. La guerre contre les Bandidos fut une affaire longue et sanglante, laissant derrière elle un sillage de vies brisées et de réputations détruites. Elle illustra la brutalité inhérente au monde des motards et la détermination extrême de ces organisations à protéger leur territoire et leur réputation. Au-delà de ses deux principaux adversaires, le Mongol Motorcycle Club posait également un défi significatif aux Hells Angels. Originaires du sud de la Californie,
Les Mongols avaient bâti un empire criminel lucratif centré sur le trafic de drogue et l'extorsion. Leur expansion agressive dans des territoires traditionnellement contrôlés par les Hell Angels déclencha une série d'affrontements violents. La réputation des Mongols en matière d'efficacité impitoyable et leur volonté d'employer des méthodes brutales en faisaient une menace constante pour les Hell Angels. Le conflit avec les Mongols se distinguait souvent par un niveau de violence surpassant même celui observé lors des guerres contre les Outlaws et les Bandidos. L'une des principales différences entre les Mongols et les autres clubs résidait dans leur composition majoritairement asiatique. Cette particularité culturelle, combinée à leurs activités criminelles, attira une attention accrue, voire des préjugés, de la part des forces de l'ordre et du grand public. La capacité des Mongols à naviguer dans cet environnement hostile tout en consolidant un empire criminel redoutable en faisait un adversaire particulièrement résilient et dangereux. Le cycle incessant de conflits et de représailles pesa lourdement sur toutes les parties impliquées. Les guerres contre les Outlaws, les Bandidos et les Mongols ont laissé un héritage de violence et d'animosité qui continue aujourd'hui encore de façonner le monde des motards. Bien que des tentatives de réconciliation aient été entreprises, la méfiance profonde et le désir de vengeance continuent de couver sous la surface. Ces guerres ne se sont pas seulement déroulées dans les rues, elles se sont également jouées devant les tribunaux. Les forces de l'ordre ciblèrent des membres clés de chaque club, cherchant à démanteler leur réseau criminel et à perturber leurs opérations. Ces batailles juridiques furent souvent longues et complexes, exigeant des enquêtes approfondies et d'importantes ressources. La menace constante de poursuites judiciaires dissuada certains membres, mais renforça aussi la détermination d'autres à résister. Les guerres contre les Outlaws, les Bandidos et les Mongols démontrèrent la résilience de la communauté motarde et son engagement inébranlable envers son code de conduite. La domination des Hell Angels n'était pas incontestée, et les combats menés contre ces rivaux consolidèrent leur position en tant que club de motards le plus notoire et le plus puissant au monde. Toutefois, ces victoires eurent un prix élevé, laissant derrière elles un héritage de violence, d'animosité et une lutte permanente pour conserver leur place au sommet. La quête implacable du pouvoir et du contrôle continue de définir les Hell Angels, façonnant leur identité et guidant leurs actions dans un univers où loyauté et vengeance sont primordiales. Ainsi, alors que le XXe siècle touchait à sa fin, le paysage des clubs de motards hors-la-loi devint de plus en plus fragmenté et complexe. Le conflit prolongé contre les rebelles, en particulier, illustra un glissement des simples disputes territoriales vers une véritable guerre à grande échelle. Il ne s'agissait plus simplement de contrôler des salons de tatouage ou des ateliers de réparation de motos. Il s'agissait désormais de domination, de projeter une image d'invincibilité dans un monde où la pression policière s'intensifiait et où la perception publique changeait rapidement. L'assassinat de Nick Martin, bien qu'apparemment un incident localisé au sein du milieu criminel australien, eut des répercussions bien au-delà des frontières australiennes. Il servit de rappel glaçant des extrémités auxquelles ces clubs étaient prêts à aller pour protéger leurs intérêts et éliminer leurs rivaux. La réaction ne se limita pas à des actes de violence vengeresse. Les autorités australiennes, sous une intense pression publique et politique, ripostèrent avec une force sans précédent. De nouvelles lois, souvent qualifiées de « lois anti-motards », visaient à démanteler l'infrastructure soutenant ces clubs. Cela incluait des restrictions sur les rassemblements, des interdictions portant sur les couleurs et les insignes des clubs, ainsi que des programmes de confiscation d'actifs conçus pour saisir les profits illicites finançant leurs opérations. Si ces lois perturbèrent indéniablement les activités des clubs et rendirent plus difficile leur fonctionnement au grand jour, elles eurent également pour effet de les galvaniser, renforçant leur esprit de défi et poussant certaines de leurs activités encore plus profondément dans la clandestinité. Les clubs commencèrent à ériger Martin en figure de martyr, utilisant sa mort pour recruter de nouveaux membres et pour diaboliser davantage les forces de l'ordre aux yeux de leurs partisans. Les mesures même censées les affaiblir semblaient, paradoxalement, renforcer leur détermination. La portée mondiale, tant des Hell Angels que des rebelles, compliqua davantage la situation. Les conflits nés en Australie se répandirent rapidement dans d'autres pays, à mesure que les membres voyageaient à l'international pour venir en aide à leurs camarades ou pour poursuivre leurs propres entreprises criminelles. L'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande devinrent de nouveaux théâtres de cette guerre en escalade. Ce fut une période de pression intense pour les Hell Angels, mettant à l'épreuve leur solidité organisationnelle et leur capacité à maintenir le contrôle sur un réseau de chapitres de plus en plus indépendants. Les dynamiques internes au sein du club furent également tendues, alors que des dirigeants ambitieux cherchaient à exploiter le chaos pour faire avancer leurs propres intérêts. Les affrontements ne se limitaient pas aux rebelles et aux Hell Angels. Les Comanches, un club profondément enraciné dans le paysage criminel australien, émergèrent comme un acteur clé de cette ère de violence accrue, jouant souvent le rôle d'intermédiaire tout en attisant les conflits entre d'autres clubs. Les Finns, malgré leur lutte continue contre les Hell Angels, se retrouvèrent pris dans la ligne de mire. Leurs ressources et leurs effectifs étant mis à rude épreuve alors qu'ils tentaient de défendre leur territoire. Et l'histoire tragique de Jason Dezo,
Un innocent pris au milieu d'un affrontement entre les Hells Angels et les Fiends, servit de rappel poignant du coût humain de ces conflits persistants. L'enquête sur la mort de Dezo révéla le degré effrayant de planification et d'exécution caractérisant ces hostilités. La découverte qu'un ancien soldat d'élite, hautement entraîné, avait été engagé pour assassiner Nick Martin souligna le professionnalisme et la sophistication des réseaux criminels opérant au sein de ces clubs. Les forces de l'ordre se heurtèrent au défi d'infiltrer ces organisations profondément implantées, de recueillir des preuves et de traduire les coupables en justice, tout en affrontant constamment la menace de représailles et de violence. Le processus était lent, fastidieux et extrêmement dangereux. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux ajouta une nouvelle dimension au conflit. Les clubs commencèrent à utiliser les plateformes en ligne pour communiquer avec leurs membres, recruter de nouveaux adeptes et diffuser leur propagande. En retour, les forces de l'ordre se mirent à surveiller l'activité numérique afin de recueillir des renseignements et d'identifier les menaces potentielles. Le paysage numérique devint ainsi un nouveau champ de bataille dans cette guerre sans fin. La frontière entre le monde physique et le monde virtuel s'estompa, créant de nouveaux défis tant pour les clubs que pour les autorités. Au-delà des conflits immédiats entre clubs, une transformation culturelle plus large était en cours. Le mode de vie des clubs de motards hors la loi, autrefois symbole de rébellion et de liberté, était de plus en plus perçu avec suspicion et mépris. L'image publique de ces clubs était façonnée par la couverture médiatique des affrontements violents, des enquêtes sur le trafic de drogue et de leur implication dans d'autres activités criminelles. Les clubs peinaient à maintenir une image positive, essayant de se présenter comme des organisations communautaires tout en poursuivant simultanément des activités illégales. Les Fiends, luttant pour leur survie face à la pression implacable des Hells Angels, incarnaient la ténacité et la résilience des petits clubs hors la loi. Leur combat incessant témoignait de leur détermination à préserver leur indépendance et à résister à la domination des clubs plus grands et plus puissants. Le souvenir de Jason Dezo alimentait leur résolution, leur rappelant constamment le prix humain de leur conflit. Ils incarnaient une forme de défi, un refus d'être entièrement absorbés par les organisations plus vastes. Les événements du début du XXIe siècle démontrèrent que l'histoire des Hells Angels n'était pas une simple chronique d'entreprises criminelles. C'était une interaction complexe de pouvoir, de loyauté, de rébellion et de violence. C'était l'histoire de la manière dont un club de motards, né dans la Californie d'après-guerre, avait pu évoluer en une organisation criminelle mondiale, capable d'inspirer à la fois la peur et la fascination. L'évolution constante du club, sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes et à exploiter de nouvelles opportunités, constituait un facteur clé de son succès durable. Toutefois, les conflits persistants, la pression croissante des forces de l'ordre et l'évolution de la perception publique représentaient également une menace sérieuse pour la survie à long terme du club. La question n'était pas de savoir si les Hells Angels rencontreraient des difficultés, mais s'ils seraient capables de les surmonter. L'héritage du club, sa place dans l'histoire du crime organisé, dépendait de sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses du XXIe siècle. L'ombre de l'assassinat de Nick Martin et la résistance obstinée des Fiends demeuraient des rappels constants du prix du pouvoir et de la fragilité, même des organisations apparemment les plus solides. Desorganizations invincibles. L'histoire, loin d'être terminée, entrait dans un nouveau chapitre, incertain et troublé. Sa jeunesse avait été bercée par le monde vibrant, mais souvent turbulent, de la vie nocturne de Cologne. Né de parents immigrés turcs, Nick Carty avait forgé, à travers ses expériences, une compréhension profonde du pouvoir, de la loyauté et des règles tacites de la survie. La scène souterraine de Cologne ne se résumait pas à la musique et à la danse. C'était un terreau fertile pour les activités illicites, un lieu où les ombres dissimulaient des réseaux complexes d'influence. Nick Carty apprit rapidement à naviguer dans ce paysage labyrinthique, observant, s'adaptant et développant un flair aigu pour repérer les opportunités. Il démontrait une aptitude naturelle à établir des liens avec des individus de tous horizons, séduisant, intimidé ou manipulant selon les besoins pour atteindre ses objectifs. Ce n'était pas là une stratégie délibérément calculée, mais une extension naturelle de sa personnalité, le reflet fidèle de l'environnement dans lequel il avait grandi. Son entrée chez les Hells Angels ne fut pas une plongée soudaine dans un monde criminel. Ce fut une immersion progressive, une fascination lente mais croissante pour la réputation du club, loyauté inébranlable, efficacité brutale et puissance sans égale. Les Angels incarnaient un contraste frappant avec le chaos de la vie nocturne colognaise, offrant une structure, une hiérarchie claire et un chemin défini vers l'influence. Nick Carty était attiré par leur image d'invincibilité, leur défi ouvert aux normes sociales et la promesse implicite d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui-même. Initialement, il œuvra comme exécuteur, une ombre silencieuse accomplissant les ordres du club, affinant ses talents dans l'intimidation et la violence. Cette période fut cruciale pour établir sa réputation au sein des Angels, prouvant à ses supérieurs sa dévotion et son absence de pitié. Mais Nick Carty ne se satisfaisait pas d'être un simple instrument.
Il brûlait d'une ambition insatiable, animé par le désir ardent de gravir les échelons et de s'emparer du pouvoir. Il comprit rapidement que la force brute ne suffirait pas. Il devait tisser des alliances, manipuler ses rivaux et maîtriser l'art subtil de la manœuvre politique. Il commença à bâtir un réseau de partisans fidèles, des hommes qui reconnaissaient son ambition et étaient prêts à lui prêter allégeance. Il repéra les failles dans la direction existante, exploitant les rivalités internes et semant la discorde pour se créer des opportunités. Il n'hésitait pas à trahir d'anciens alliés, manifestant un mépris glaçant pour tout sentimentalisme. C'était un jeu d'échecs impitoyable, et Niccarti était résolu à en sortir vainqueur. Son ascension fut marquée par une série de manœuvres calculées, chacune conçue pour renforcer sa position et éliminer toute menace potentielle. Il gérait habilement son image publique, se présentant comme un leader charismatique tout en orchestrant dans l'ombre des actes de violence et d'intimidation. Il avait compris que le pouvoir ne résidait pas seulement dans le contrôle, mais aussi dans la perception. Il instaura au sein du club une culture mêlant crainte et respect, garantissant que son autorité ne fût jamais remise en question. Il recruta activement des individus dotés de compétences spécifiques d'anciens militaires, des criminels expérimentés, et des hommes ayant fait leurs preuves en matière de loyauté inconditionnelle. Il transforma ainsi les Angels en une organisation hautement structurée et efficace, capable de mener à bien des opérations complexes avec une précision impitoyable. Les accusations concernant l'implication de Niccarti dans des activités illicites ont toujours constitué une toile embrouillée de rumeurs et de preuves circonstancielles. Bien qu'il n'ait jamais avoué directement aucun crime, sa présence lors d'événements clés et ses liens avérés avec des individus impliqués dans des entreprises criminelles suffisaient souvent à l'associer à une vaste gamme d'infractions. On le soupçonnait de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, d'extorsion, voire de meurtre. Les autorités tentèrent à maintes reprises de monter un dossier contre lui, mais il parvint toujours à échapper aux poursuites, exploitant habilement les failles juridiques et mobilisant ses relations pour influencer le processus judiciaire. Son aptitude à déjouer la loi devint légendaire, renforçant encore davantage sa réputation d'homme intouchable. Le surnom de « parrain de Cologne » n'était pas une simple étiquette anodine. Il attestait de son influence sans égale sur le milieu souterrain de la ville. Il n'était pas seulement le chef des Hells Angels, il constituait une figure centrale au sein d'un vaste réseau d'organisations criminelles, contrôlant tout, de la distribution de drogue au réseau de protection. Il avait l'oreille des politiciens, la loyauté de certains policiers et l'effroi de ses rivaux. Il cultivait un climat d'intimidation systématique, assurant que quiconque osait défier son autorité subirait une vengeance rapide et impitoyable. Il était devenu une institution, un symbole de pouvoir et de corruption qui imprégnait tous les niveaux de la société colognaise. Son évasion face à la condamnation ne relevait pas de la chance. Elle était le fruit de longues années de planification minutieuse et de manipulation stratégique. Il avait acquis une connaissance approfondie du système judiciaire, exploitant ses faiblesses et contournant habilement ses règles. Il avait tissé des liens avec des acteurs clés au sein de l'appareil judiciaire, garantissant que toute affaire le concernant bénéficierait d'une certaine indulgence. Il maîtrisait également l'art de la désinformation, diffusant de faux récits et discréditant les témoins afin de saboter toute tentative de constitution de preuves contre lui. Il s'était ainsi érigé une forteresse de protection, rendant pratiquement impossible toute percée des autorités. La guerre entre les nomades et les Hells Angels s'intensifia soudainement sous son règne, transformant les rues d'Allemagne en véritables champs de bataille. L'escalade de la violence entraîna de nombreuses blessures, arrestations et même des décès, soulignant l'animosité profonde entre les deux clubs. Le gouvernement allemand peina à maîtriser le conflit, déployant davantage de forces de police et adoptant des lois plus strictes visant à endiguer l'activité des gangs. Pourtant, malgré ces efforts, la violence persista, alimentée par des querelles territoriales, des vendettas personnelles et une quête implacable du pouvoir. Les rumeurs entourant l'implication dans les attaques contre la direction des nomades accusant Niccarti d'avoir orchestré ces violences n'a jamais été définitivement prouvée, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à une personnalité déjà complexe. Il a habilement dévié ces accusations, se présentant comme une victime des circonstances, ciblée par des attaques à motivation politique. L'absence de preuves concrètes lui a permis de préserver son image d'invulnérabilité, renforçant ainsi davantage son emprise sur le pouvoir. Sa capacité à manipuler l'opinion publique a été un facteur essentiel de sa réussite continue. L'héritage de Niccarti est celui du pouvoir, de la corruption et d'une ambition inébranlable. Il incarne le versant sombre de la société allemande, un rappel saisissant de l'influence insidieuse du crime organisé. Son histoire constitue un avertissement, un témoignage des dangers d'un pouvoir sans frein et des effets corrosifs de la corruption. Bien que son règne ait pris fin, son influence persiste, telle une ombre planant sur la ville de Cologne, un rappel constant de l'homme qui a osé défier la loi et en est sorti vainqueur. Son récit continuera d'être raconté,
murmuré à voix basse dans les recoins de la ville, un témoignage glaçant de la montée et de la chute du « parrain de Cologne ». Le raid a provoqué un véritable séisme dans tout le milieu criminel. Il ne s'agissait pas seulement des arrestations, c'était la prise de conscience que leur monde, leur empire méticuleusement bâti sur la peur et l'argent, était vulnérable. L'enquête, menée avec détermination par les autorités allemandes, n'avait pas cessé aux premières interpellations. Elle s'était enfoncée profondément dans la toile complexe d'entreprises, de sociétés écrans et de réseaux clandestins qui soutenaient le pouvoir des Hells Angels. Les enquêteurs avaient suivi l'argent, traçant minutieusement le flux des fonds illicites à travers un labyrinthe de comptes offshore et de transactions douteuses. Chaque bien récupéré, chaque véhicule saisi, chaque compte bancaire gelé érodait les ressources du club et révélait la fragilité de ses opérations. Le témoignage de Norbert Butcher s'est révélé inestimable, fournissant aux autorités une carte détaillée du fonctionnement interne du club, révélant les identités des acteurs clés et décrivant l'étendue de leurs activités criminelles. Il a parlé des réunions familiales, du langage codé utilisé pour coordonner les opérations, ainsi que des méthodes impitoyables employées pour faire taire toute dissidence et imposer la loyauté. Ces révélations ont dressé le portrait saisissant d'une organisation criminelle opérant avec une efficacité glaciale et un mépris total pour la loi. Bien que ses motivations fussent indéniablement complexes, un mélange de peur, de remords et d'instinct de survie, sa collaboration a considérablement affaibli la capacité du club à se défendre. Pourtant, même tandis que les batailles juridiques faisaient rage, les tensions internes au sein des Hells Angels demeuraient. Les arrestations avaient créé un vide de pouvoir, déclenchant une lutte brutale pour le contrôle. Avec la direction établie derrière les barreaux, des factions rivales émergèrent, rivalisant pour la domination. Certains prônaient le maintien de l'approche traditionnelle et intransigeante du club, tandis que d'autres préconisaient une stratégie plus discrète et moins visible. Ces divisions internes affaiblirent davantage le club, le rendant encore plus vulnérable aux pressions extérieures. La rivalité avec les bandidos, jamais loin sous la surface, s'intensifia. Voyant leurs ennemis affaiblis, les bandidos tentèrent d'exploiter la situation, recrutant agressivement des membres et empiétant sur leur territoire. La trêve, déjà fragile, vola complètement en éclats, plongeant les deux clubs dans un nouveau cycle de violence. Les rues d'Allemagne, déjà marquées par des années de conflits, devinrent le théâtre d'un nouveau chapitre de cette querelle interminable. Jeffrey Pike, flairant une opportunité de consolider sa position, poussa à adopter une attitude plus agressive. Il voyait la vulnérabilité des Hells Angels comme une chance d'étendre l'influence des bandidos et de revendiquer des territoires auparavant inaccessibles. Sous sa direction, les bandidos lancèrent une série d'attaques audacieuses, ciblant les repères des Hells Angels et perturbant leurs opérations. Cette escalade de la violence déclencha une nouvelle vague d'indignation publique, exerçant une pression accrue sur les forces de l'ordre pour qu'elles interviennent. Les enquêtes ne se limitèrent pas à l'Allemagne. Les autorités européennes commencèrent à collaborer, partageant des informations et coordonnant des raids contre les chapitres des Hells Angels et des bandidos opérant dans d'autres pays. De la Scandinavie à l'Europe de l'Est, les réseaux criminels des deux clubs furent mis au jour, révélant une toile complexe de connexions internationales. Il devint évident que le conflit dépassait largement les frontières nationales, affectant des communautés entières et sapant l'état de droit à travers tout le continent. Au-delà des arrestations spectaculaires et des affrontements violents, la chute des Hells Angels eut un impact profond sur le paysage criminel plus large. Elle envoya un message clair aux autres organisations criminelles. Même les empires les plus puissants et les mieux enracinés pouvaient être renversés par des enquêtes tenaces et un engagement inébranlable envers la justice. La perturbation des opérations des Hells Angels créa des opportunités pour des groupes criminels plus petits et discrets d'émerger, comblant le vide laissé par leur déclin. Cependant, le démantèlement d'une organisation aussi profondément ancrée s'avéra être un processus complexe et continu. Malgré les arrestations et les condamnations, les conditions sous-jacentes ayant permis aux Hells Angels de prospérer subsistaient. La pauvreté, le manque d'opportunités et le sentiment omniprésent d'aliénation qui avait attiré tant de jeunes hommes dans l'orbite du club étaient toujours présents. S'attaquer à ces causes profondes serait essentiel pour empêcher l'émergence d'organisations criminelles similaires à l'avenir. Les femmes exploitées et maltraitées au sein de l'empire de maison close des Hells Angels se retrouvèrent confrontées à une tâche redoutable, reconstruire leur vie et échapper à l'ombre persistante de leur passé. Nombre d'entre elles étaient traumatisées et vulnérables, nécessitant un soutien spécialisé et une protection. Les programmes de protection des témoins devinrent indispensables, les protégeant des risques de représailles et leur offrant un cadre sécurisé pour entamer une nouvelle vie. Une chance de recommencer à zéro. Le courage de ces femmes, en osant témoigner contre leurs agresseurs, a permis de révéler toute l'étendue des activités criminelles du club et a apporté une forme de justice aux victimes. Le Pacha, bastion notoire des Hells Angels, est devenu un rappel glaçant de l'héritage sombre du club.
Jadis symbole de puissance et d'intimidation, il se dressait désormais vide, n'étant plus qu'une coquille de ce qu'il avait été. Les tentatives de redonner une nouvelle vocation au bâtiment se sont heurtées à la résistance des habitants du quartier, craignant qu'il ne devienne un aimant pour la criminalité. Finalement, il fut démoli, effaçant ainsi un rappel visible du règne de terreur du club. Le club de motards Bonnes MC de Franck Hanib, qui avait auparavant noué des liens avec les Hells Angels, se retrouva à naviguer dans un paysage en pleine mutation. Ces connexions avec le club entraînèrent des complications et attirèrent les soupçons des forces de l'ordre. Bien que les Bonnes MC aient tenté de prendre leur distance avec les Hells Angels, leurs anciennes affiliations demeurèrent une source persistante de méfiance. L'enquête révéla également l'implication de fonctionnaires corrompus, policiers et politiciens qui avaient fermé les yeux sur les activités criminelles des Hells Angels en échange de pots de vin et de faveurs. La mise au jour de ces complicités déclencha de nouvelles investigations et poursuites judiciaires, érodant davantage encore la confiance du public dans les institutions policières et judiciaires. Les conséquences à long terme de la chute des Hells Angels allèrent bien au-delà du seul système judiciaire. Elles déclenchèrent un débat plus large sur les défis liés à la lutte contre le crime organisé, sur l'importance de protéger les populations vulnérables et sur la nécessité de changements systémiques visant à s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. Si le pouvoir du club avait certes été affaibli, le combat contre le crime organisé était loin d'être terminé. L'héritage des Hells Angels demeurait une mise en garde. Même les empires les plus solidement ancrés peuvent être renversés grâce à un engagement inébranlable en faveur de la justice et au refus absolu de tolérer l'illégalité. Les cicatrices subsistaient, gravées dans le paysage allemand et dans la mémoire de ceux qui avaient souffert sous leur domination. Pourtant, la personnalité soigneusement façonnée qu'ils cultivent en ligne n'est pas simplement une opération de rebranding. Elle reflète un changement profond dans la manière dont le pouvoir s'affiche et se maintient à l'ère moderne. Les frontières entre entreprises légales et activités criminelles se sont estompées, et Nick Carty comprend mieux que quiconque cette réalité. Il ne se contente pas d'étaler sa richesse, il démontre son contrôle, une déclaration silencieuse qu'il opère au-dessus des lois, tel un marionnettiste maître manipulant les ficelles depuis l'ombre. Et la réaction qu'il suscite est, comme prévu, enivrante. Prenez le secteur de la sécurité privée, une voie apparemment inoffensive vers des activités commerciales légitimes. Pourtant, au cœur de ces opérations se cachent des opportunités d'exploitation et d'influence parfaitement alignées avec les méthodes éprouvées de Nick Carty. Fournir des services de protection à des clients haut placés ne constitue pas seulement une source de revenus. C'est aussi un moyen de s'insérer dans les cercles de l'élite, de collecter des renseignements, d'exercer une influence et de brouiller délibérément les limites entre sécurité légitime et crime organisé. Qui sont ces clients? Ce sont des individus et des entreprises qui prospèrent sur la discrétion et le pouvoir, ceux qui valorisent précisément le type de protection associé à une réputation d'impitoyabilité et d'efficacité. Les domaines somptueux disséminés à travers le monde, les propriétés étendues dissimulées au sein de complexes exclusifs ne sont pas de simples symboles d'opulence extravagante, ce sont des actifs stratégiques. Considérez-les comme des nœuds d'un vaste réseau interconnecté, des refuges sûrs où dissimuler des avoirs, blanchir de l'argent et mener des opérations à l'abri de tout contrôle. L'architecture même de ces propriétés, leur système de sécurité sophistiqué, leur personnel discret, tout concourt à créer une aura d'impénétrabilité, renforçant l'idée que Nick Carty échappe à toute portée des forces de l'ordre. Sa relation avec les femmes illustre également une contradiction frappante, un miroir reflétant la dualité de sa vie publique et privée. Les images soigneusement orchestrées de fêtes somptueuses et d'événements exclusifs, mettant en scène des mannequins et des influenceurs, dessinent un portrait de charme et de raffinement. Pourtant, derrière cette façade étincelante se cache une réalité plus sombre, un passé d'exploitation et d'abus remontant à ses débuts, lorsqu'il contrôlait le quartier rouge de Cologne. Cette dualité souligne la nature complexe, souvent troublante, de son pouvoir, la capacité à projeter simultanément une image respectable tout en menant des activités qui exploitent et mettent en danger autrui. Sa réinvention n'est pas le fruit d'un soudain revirement moral. C'est une adaptation calculée, une évolution stratégique fondée sur une compréhension profonde de la psychologie humaine et des dynamiques du pouvoir. Il sait que la notoriété, même négative, peut constituer une forme d'influence. Chaque arrestation, chaque perquisition, chaque bataille judiciaire ne diminue pas son pouvoir. Au contraire, elle l'amplifie, le transformant en mythe, en légende murmurée dans les milieux criminels. Les parallèles avec George Christie, ancien président du chapitre de Ventura, offrent une perspective fascinante pour analyser la trajectoire actuelle de Nick Carty. Le départ ultérieur de Christie du club, son repositionnement en tant qu'auteur et conférencier public, constituait une tentative de rédemption, un effort conscient de se distancier de son passé. Nick Carty, quant à lui, ne cherche pas la rédemption. Il embrasse la mythologie, se délecte de l'image d'invulnérabilité qui l'entoure. Il comprend que le véritable pouvoir ne consiste pas à fuir les ombres, mais à les maîtriser, à contrôler le récit,
a façonné la perception même de la réalité. Et le club, les Hells Angels, demeure un fil conducteur constant dans son histoire. Même si Nick Carty s'éloigne ostensiblement des structures formelles de l'organisation, ses méthodes, sa vision du monde, sa conception du pouvoir sont profondément ancrées dans les principes et les traditions du club. Il incarne une forme particulièrement insidieuse de pouvoir, celle qui permet d'opérer à l'intérieur et au-delà des limites des structures formelles, exerçant son influence depuis l'ombre tout en conservant une façade de respectabilité. La fascination suscitée par l'histoire de Nick Carty ne réside pas uniquement dans les crimes qu'il a commis. Elle réside surtout dans les grandes questions qu'il soulève sur le pouvoir, l'influence et les frontières floues entre les affaires légitimes et l'entreprise criminelle. Il incarne un nouveau visage du crime organisé, une ère où le pouvoir ne se mesure plus seulement à la violence et à l'intimidation, mais à l'influence, à la perception et à la capacité de contrôler le récit. Sa maîtrise des réseaux sociaux, sa construction calculée d'une image publique, reflète un changement profond dans la manière dont le pouvoir s'affiche et se maintient à l'ère moderne. Il comprend que, dans un monde saturé d'informations, la perception est souvent plus importante que la réalité. Il a transformé les médias sociaux en une arme, en un écran de fumée soigneusement conçu pour détourner l'attention des fondations sombres de sa richesse et de son influence. Et la légende ne cesse de croître, alimentée par un cycle incessant d'attention médiatique, de batailles juridiques et de rumeurs sur des richesses inavouées. Son nom est devenu synonyme de puissance, de danger et d'impunité. Il incarne désormais à la fois la peur et la fascination, une mise en garde sur l'attrait séduisant du pouvoir et la corruption insidieuse de la richesse. Songez à son vaste réseau de comptes offshore, soigneusement dissimulés derrière des strates de sociétés écrans et d'entreprises de façade. Retracer ses actifs constitue une tâche colossale, exigeant une coopération internationale et une expertise hautement spécialisée. Cela témoigne de la rigueur de sa planification et de sa profonde compréhension des complexités de la finance internationale. Les ressources à sa disposition sont stupéfiantes. Une équipe d'avocats, de comptables et de consultants, tous experts dans leurs domaines respectifs. Ce sont les architectes de son empire financier, les gardiens de ses secrets, les artisans de son pouvoir. L'ampleur même de son opération est vertigineuse, un réseau tentaculaire d'entreprises, d'investissements et de relations qui s'étend sur plusieurs continents. Cela atteste de son ambition, de sa ruse et de sa quête implacable du pouvoir. L'héritage qu'il laissera derrière lui sera marqué par la controverse, la fascination et un mystère durable. Il sera débattu et analysé pendant des années, symbole d'un monde où les frontières entre le bien et le mal, le légitime et le criminel, deviennent de plus en plus floues. Il représente un défi profond au fondement même de la loi et de l'ordre, une preuve de la résilience du crime organisé au XXIe siècle. Son histoire constitue un rappel glaçant que la quête de richesse et de pouvoir peut corrompre même les individus apparemment les plus ordinaires, les transformant en figures mythiques, à jamais enveloppées dans les ombres qu'ils ont eux-mêmes créées. Son influence va bien au-delà des crimes qu'il a commis. Elle façonne la perception même du pouvoir dans un monde de plus en plus défini par la richesse, l'influence et la quête toujours insaisissable du contrôle. Et les enquêtes, malgré leur intensité et leur portée mondiale, butent systématiquement contre un mur. Plus les forces de l'ordre le poursuivaient avec agressivité, plus il devenait insaisissable, plus son pouvoir semblait s'enraciner profondément. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter l'arrestation, il s'agissait de paralyser tout le système, démontrant un mépris presque arrogant envers les structures juridiques censées le tenir pour responsable. Ce n'était pas la violence prévisible d'un chef de la mafia traditionnelle, c'était un démantèlement calculé et subtil des fondations même sur lesquelles repose la justice. Il devenait évident qu'arrêter Nick Carty ne résoudrait pas le problème. Le problème était un réseau, une philosophie, un mode opératoire qui dépassait de loin un seul individu. L'ingéniosité même de ses manœuvres financières était déconcertante. Il ne se contentait pas de cacher de l'argent. Il l'enterrait, empilant société écran sur société écran, exploitant des failles juridiques complexes et tirant parti des incohérences entre les réglementations bancaires internationales. Chaque fois que les autorités pensaient se rapprocher d'un actif, un autre surgissait, apparemment de nulle part. Des experts comptables passaient des mois à reconstituer méticuleusement des transactions, pour découvrir finalement qu'elles menaient à une impasse, un écran de fumée délibérément conçu pour gaspiller du temps et des ressources. Il ne s'agissait pas simplement de l'argent en lui-même, mais du message qu'il envoyait, qu'il était au-dessus des lois, intouchable par les forces censées le contenir. La perception publique jouait également un rôle crucial. Alors que les forces de l'ordre peinaient à constituer un dossier, Nick Carty cultivait méticuleusement l'image d'un homme d'affaires prospère, d'un philanthrope, voire d'un homme de la Renaissance moderne. Il parrainait des œuvres caritatives locales, finançait des initiatives culturelles et se présentait habilement comme un pilier de la communauté. Il savait que même les preuves les plus accablantes pouvaient être atténuées par une image publique positive, que la perception pouvait souvent l'emporter sur la réalité. Les médias, toujours avides de récits captivants,
tombait souvent dans le piège, lui offrant une tribune pour diffuser son récit soigneusement élaboré. Une relation symbiotique s'installait. Nick Carty fournissait aux médias des histoires minutieusement sélectionnées, et les médias, en retour, contribuaient à le protéger des regards trop scrutateurs. Et ce n'était pas seulement les médias traditionnels. Nick Carty avait maîtrisé l'art des réseaux sociaux, comprenant que le paysage numérique offrait des opportunités sans précédent pour contrôler le récit. Il utilisait des plateformes comme Instagram et Twitter pour projeter l'image d'un homme prospère, élégant et bienveillant. Il publiait des photos soigneusement mises en scène le montrant participant à des événements caritatifs, rencontrant des dignitaires locaux ou s'adonnant à des activités apparemment banales. Ces aperçus minutieusement choisis de sa vie servaient à l'humaniser, à le rendre sympathique, à détourner l'attention des aspects plus troublants de ses affaires. Il comprenait qu'à l'ère du contenu viral, une seule image positive pouvait avoir un impact bien plus puissant qu'un millier de lignes de presse négatives. La complexité de son réseau allait bien au-delà de la sphère financière, s'étendant profondément dans le domaine politique. Il cultivait discrètement des relations avec des personnalités clés du gouvernement, tissant des alliances qui lui offraient à la fois protection et influence. Il ne s'agissait pas de pots de vin ouverts ni d'échanges directs de services contre faveur. Ces arrangements étaient plus subtils, plus nuancés, des services rendus, des contacts établis, des portes discrètement ouvertes. Il comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans l'argent ou l'influence, mais dans l'accès, accès à l'information, accès aux décideurs, accès au levier du pouvoir. Et il exploitait ces connexions avec une efficacité impitoyable, veillant toujours à préserver une dénégation plausible. Le défi pour les forces de l'ordre ne consistait pas seulement à dévoiler ses crimes, mais à démanteler tout un écosystème de corruption et de complicité. Il ne suffisait pas d'arrêter Nick Carty, il fallait exposer le réseau d'individus qui avaient rendu ces activités possibles: avocats, comptables, banquiers, politiciens, toute l'infrastructure soutenant son empire illicite. Mais cela exigeait un niveau de coopération et de coordination souvent absent, particulièrement au-delà des frontières internationales. Les différentes juridictions appliquaient des lois distinctes, poursuivaient des priorités divergentes et avaient souvent un intérêt bien compris à protéger leurs propres intérêts économiques. Les rumeurs jouaient également leur rôle. Des histoires circulaient à voix basse, bruit de puissants protecteurs, d'accords secrets, d'un réseau d'influence s'étendant jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Ces rumeurs, qu'elles fussent vraies ou non, renforçaient l'idée que Nick Carty était intouchable, que toute tentative de le traduire en justice se heurterait à une résistance farouche. Elles créaient une atmosphère de peur et d'intimidation, dissuadant les témoins potentiels de se manifester et entravant les efforts d'enquête des autorités. L'enquête devint une porte tournante d'avocats et d'enquêteurs, chaque cycle consumant d'énormes ressources sans produire de résultats concrets. Les obstacles juridiques étaient incessants. L'équipe de Nick Carty exploitait sans relâche chaque faille et subtilité procédurale pour retarder les procédures et entraver l'accusation. Elle déposait des requêtes visant à écarter des preuves, contestait la recevabilité des témoins et lançait des contre-poursuites qui épuisaient davantage les ressources des forces de l'ordre. Et peut-être l'aspect le plus frustrant de toute cette affaire était le sentiment que Nick Carty était toujours une longueur d'avance, anticipant leurs mouvements et exploitant leurs points faibles. Il semblait posséder une capacité presque surnaturelle à prédire leurs prochaines actions, à contrer leur stratégie et à conserver sa position de pouvoir. C'était comme s'il comprenait le système judiciaire, le paysage politique et la psyché humaine mieux que quiconque impliqué dans l'affaire. La question persistante n'était pas de savoir si Nick Carty était coupable, mais si quelqu'un parviendrait jamais à le prouver. Le poids de sa richesse, de son influence et de l'image soigneusement façonnée qu'il projetait constituait une barrière redoutable à la justice. Le système, conçu pour tenir le pouvoir responsable, semblait plier sous la pression de sa puissance immense. La légende de Nick Carty ne cessait de croître, un récit d'avertissement sur l'attrait séduisant de la richesse et de l'influence, un rappel glaçant que, dans un monde de plus en plus défini par l'argent et le pouvoir, les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues, et que la quête de justice peut être longue, ardue et en définitive, insaisissable.